Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la programmation scientifique du Centre de recherche en civilisation canadienne-française. Pour plus d'informations au sujet du CRCCF, visitez son site Internet. Fondé en 1958, le CRCCF est le plus ancien centre de recherche sur la littérature, la culture et l'histoire du Canada français. Il joue un rôle de premier plan par ses fonctions de recherche, de publication, de diffusion, d'acquisition et de conservation d'une riche collection de fonds d'archives. Organisme scientifique et culturel, le Centre œuvre également à la conservation de la mémoire collective de l'Ontario français, qu'il met en valeur par le biais d'initiatives interuniversitaires, de colloques, d'expositions, de conférences et de publications, afin de favoriser l'avancement et l'épanouissement de cette culture. Bonjour tout le monde, ça me fait très plaisir de vous accueillir à cette première activité du CRCCF. C'est le premier rendez-vous du CRCCF de l'année scolaire 2021-2022. Comme vous le savez, les rendez-vous du CRCCF sont une des plus anciennes activités organisées par le CRCCF. Elles mettent en scène des chercheurs qui travaillent sur la francophonie canadienne, soit dans des conférences, soit dans des tables rondes. Et aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir Joël Béliveau qui va nous donner une conférence sur Rameau de Saint-Pierre. Après des études en sciences politiques à l'Université de Moncton et à l'Institut d'études politiques de Strasbourg, Joël Béliveau a travaillé dans la société civile acadienne, dans la fonction publique néo-brunswickoise et à Radio-Canada, avant de faire un doctorat en histoire à l'Université de Montréal. J'ai appris plein de choses sur toi, Joël, en disant ça. Il a été professeur d'histoire à l'Université de Moncton et à l'Université Laurentienne, ce que je savais. Spécialiste de l'histoire intellectuelle, culturelle et politique de l'Acadie des 19e et 20e siècles, il a aussi publié sur les origines du nationalisme catalan, la Révolution tranquille québécoise, et la naissance du militantisme franco-ontarien. Sa première monographie, le moment 1968, la réinvention de l'Acadie, est parue aux presses de l'Université d'Ottawa en 2014 et puis en traduction anglaise en 2019 chez UBC Press. Je vous recommande fortement la lecture de ce livre qui est fort intéressant. Il vient de co-diriger les ouvrages collectifs La vague nationale des années 1968, une comparaison internationale aux presses de l'Université d'Ottawa, c'est paru en 2020. Et Entre solitude et réjouissance, les francophones et les fêtes nationales, 1834-1982, chez Boréal en 2021. Cette année, nous avons le plaisir d'accueillir Joël Béliveau au CRCCF à titre de chercheur en résidence. Je te cède la parole, Joël. Merci Lucie. Bonjour tout le monde. Je salue mon collègue Marcel Martel, avec qui j'ai co-dirigé le dernier ouvrage que Lucie a mentionné sur les fêtes nationales au Canada francophone surtout. Ça me fait plaisir d'être là. Je vais vous dire d'emblée, je vous présente un travail qui est vraiment encore en cours. C'est un travail où je crois va rassembler beaucoup d'éléments qui ont déjà été dit. Je vais le dire franchement, je pense que j'ai rassemblé à peu près tout ce qui a été dit sur Rameau jusqu'à maintenant. Je pense que j'ai essayé de pignoler une hypothèse, en tout cas une problématique, je crois qui n'a pas été abordée jusqu'à maintenant. Je ne sais pas si on va réussir à prouver quoi que ce soit avec cette problématique-là, si on va pouvoir soutenir cette thèse-là, mais je crois que c'est une idée intéressante, que ça vaut la peine d'explorer. Et certainement, Rameau de Saint-Pierre est un personnage beaucoup plus complexe que ce que l'historiographie, la plupart de l'historiographie a laissé entendre de manière générale, avec quelques exceptions que je ne nommerai pas. Je vais partager un diaporama avec vous pour m'accompagner dans cette présentation. Vos commentaires sont les bienvenus, d'autant plus que c'est la première fois que je présente cette matière à un public canadien. Et j'en profite aussi pour remercier Lucie Hutt et le CRCCF pour cet accueil comme chercheur en résidence. En particulier, vraiment tout spécialement à Lucie qui
qui s'est manifesté très tôt au printemps dernier pendant les événements qu'on connaît à la Laurentienne, auprès de moi, mais auprès d'autres collègues aussi. Ça a été vraiment très apprécié. Alors voilà, Rameau le jeune ou Rameau l'ancien, sur l'influence d'un intellectuel français sur l'élite acadienne naissante, 1859. Mais la problématique, comme on va le voir, tourne autour des années 1860 spécifiquement. Donc, en gros, Rameau de Saint-Père, c'est une de ces personnes-là qu'on nomme souvent dans l'historiographie acadienne. C'est un nom connu, c'est une figure assez connue. On retient quoi dans l'historiographie de manière générale, hein? Pas l'historiographie pointue sur Rameau, mais l'historiographie acadienne. Mais on retient que c'est celui qui a écrit la première histoire de l'Acadie écrite en français. On peut nuancer un peu, hein? François-Xavier Garneau a couvert l'Acadie pour la période coloniale, mais c'est certainement le premier à avoir écrit en français pour ce qui s'est passé, genre après la déportation. Donc, avec Longfellow, l'Évangéline de Longfellow, on peut dire que c'était un des instigateurs de la communauté imaginée acadienne, dans le sens où les étudiants du Collège Saint-Joseph, assez tôt dans les années 1860, connaissaient son livre, comme ils connaissaient aussi la traduction que Pamphile Lemay a fait de Évangeline. Et c'était parmi les premiers textes qui leur aidaient à faire sens de qui étaient les Acadiens comme peuple. Quoi d'autre que l'historiographie a retenu? On retient que c'était surtout, hein, on parle souvent, c'est les termes qui reviennent presque comme ça tout le temps, ça aurait été un esprit foncièrement conservateur. On dit parfois qu'il était nostalgique de la France de l'Ancien Régime et que c'est ça qui l'attirait à l'Acadie, en fait, qui aurait cru trouver un rameau perdu, une branche perdue de cette France d'Ancien Régime d'avant la Révolution. Donc, il y a des points de vérité là-dedans, hein, surtout chez Rameau l'Ancien, comme on verra, mais c'est vraiment loin d'être toute la vérité. Et ça ne décrit pas du tout bien le trajet intellectuel qui a mené Rameau vers l'Acadie. On va voir, c'est quelqu'un qui est plein de contradictions. Quelques éléments biographiques assez rapides. Il est né en 1820 à Gien, c'est dans le Loiret, c'est à une centaine de kilomètres au sud de Paris à peu près. Il va mourir à Adon, à 15 kilomètres de là, en 1899. Il est né d'une bonne famille, une famille de notables et de propriétaires terriens. Il n'est pas dans la misère du point de vue financier. Ici, on voit le château de Saint-Père de Gien, qui a appartenu à son père, mais ensuite au frère de son père, donc ça ne sera pas l'héritage de Rameau. Il reste que ça a été un homme de loisirs toute sa vie. Hein. Oui, il a fait des études, il a fait toutes sortes de travaux, mais c'était quelqu'un qui pouvait vivre de son héritage. Il n'a pas été chanceux sur toute la ligne, par contre, il a été orphelin dès 3 ans. Il a été élevé par sa grand-mère maternelle, qui était très pieuse, très catholique, qui a eu une grande influence sur sa vie, hein, qui lui a montré comment se tenir bien dans la bonne société. Mais il y a aussi une influence indirecte de son grand-père paternel, qui lui avait été médecin, notable bien sûr, mais qui avait épousé la cause révolutionnaire dans les années 1790 et qui n'avait jamais démenti de ses principes révolutionnaires-là. Donc ça, c'était un peu un mythe dans la famille Rameau. Il va faire des études, il va aller au Collège Saint-Louis à Paris, puis finalement, surtout, va commencer son droit à Paris en 1838. On se replace dans le contexte, c'est la monarchie de Juillet, c'est l'expérience française avec le parlementarisme, hein, avec une monarchie constitutionnelle, une monarchie qui n'a pas tous les pouvoirs. Mais c'est un régime, donc, bon, c'est plus l'absolutisme, c'est plus la monarchie de droit. C'est un régime qui fait un peu de place au libéralisme, mais c'est un régime qui est très bourgeois et qui est très tourné vers les affaires. Un autre intérêt de Rameau, dès les débuts, hein, dès cette période, juste quand il finit son droit, il s'intéresse beaucoup à la colonisation de l'Algérie. S'il y a une chose que Rameau approuve du régime
de Louis-Philippe, donc de la monarchie de Juillet, c'est sa colonisation de l'Algérie qui commence en 1830. Il va adhérer à l'idée que l'impérialisme, c'est l'œuvre de la civilisation de l'Occident, hein, qui doit peupler le globe, civiliser le globe. Il en fait un projet personnel. Il dit, j'y crois, mais donc j'y participe. Il achète des jardins à Blida, des maisons à Alger. Il fait de fréquents voyages. Il va s'informer sur le pays. Il va s'intéresser à la colonisation française du pays. Et puis, il s'y intéresse à tel point qu'il va, une de ses premières publications, en fait, va porter sur la colonisation de l'Algérie en 1844. Et c'est en Algérie qu'il va, pour la première fois, vaguement s'intéresser à la Nouvelle-France, hein, où il va muser, il va se dire, ben, la Nouvelle-France, si on avait pu la garder, aurait assuré une prépondérance de la France dans le monde entier. Il va commencer vaguement à se poser des questions, à savoir, qu'est-ce qui a mal fonctionné? Est-ce que c'est vrai ce qu'on dit? Hein, parce qu'il y a un dit-on, une rumeur, en tout cas un consensus voulant que le français ne sache pas coloniser. Il commence à se poser ces questions-là pour appliquer les leçons à l'Algérie. Mais c'est vraiment seulement une des choses qui le préoccupe dans les années 1840. Sa tête et son cœur sont ailleurs. Hein? Donc, comme on le disait, sa grand-mère maternelle était très catholique, très pieuse. Donc, il va être toute sa vie bon catholique. Mais les années 1840, c'est une période assez particulière dans l'histoire du catholicisme français. Voyez-vous, une bonne branche du catholicisme était demeurée très conservatrice, était fidèle à l'idée de l'Ancien Régime, au monarchisme absolu. Mais il y a toute une branche du catholicisme d'un catholicisme libéral qui va se développer à ce moment-là, en réaction à la monarchie de Juillet, qui, comme je le disais tout à l'heure, est un régime qui est très à ses affaires, très bourgeois, mais qui a un élément anticlérical assez fort. Hein. On va dire que c'est un régime voltairien, hein, un terme clé pour dire que non, c'est pas très sympathique à l'Église. Donc, on commence à imaginer un projet social, un projet religieux, hein, où la religion et le peuple pourraient travailler ensemble, hein, où on commence à questionner qu'est-ce que c'est que d'être catholique. On tente de réconcilier la vieille religion et la jeune démocratie, l'Église et le peuple. Donc, on s'oppose à ce nouveau régime bourgeois qui leur semble trop conservateur. Donc, il va devenir, Rameau va quand même jouer un rôle assez important là-dedans. Il va devenir rédacteur à L'Ère Nouvelle, le journal L'Ère Nouvelle, qui a été fondé en 1848, donc pendant l'année révolutionnaire. C'est s'inscrit dans la mouvance donc des abbés Marais, Lacordaire et Frédéric Ozanam, qui est le fondateur de la Saint-Vincent-de-Paul. Il y avait toute cette idée-là de réformer la société et puis vraiment cette idée-là que Jésus était du côté des pauvres, donc l'Église doit l'être aussi. Maintenant, ils ont plusieurs marottes, c'est un courant assez complexe. Une de leurs marottes, justement, c'est qu'ils sont ultramontains, mais pas ultramontains comme on en parle souvent ici au Canada, ultramontains dans le sens qu'ils s'opposent aux gallicans qui sont ceux qui disent que l'Église catholique doit être soumise à l'État en France, hein, tradition commencée sous Bonaparte, mais continuée par la suite, et puis qui est encore en place. Donc, on se dit, non, on doit avoir la liberté religieuse, l'Église doit être indépendante de l'État, elle doit être capable d'enseigner, par exemple, mais elle doit aussi être au service du peuple. Elle doit faire une partie de la culture démocratique, de la nouvelle culture démocratique qu'on appelle de nos vœux. Là, je vais vous illustrer jusqu'à quel point ça a quand même été assez loin, cette idée-là, ce catholicisme libéral dans le républicanisme. Et même prenant des pas vers une pensée socialiste. Donc, je vais vous donner des citations qui illustrent tout ça tantôt, mais pour revenir à Proudhon rapidement, c'est tout dire que Proudhon, un de ses deux grands maîtres à penser de toute sa vie, un de ses deux grands maîtres à penser de toute sa vie, c'était Pierre-Joseph Proudhon, hein, donc figure socialiste la mieux connue en France, correspondant de Karl Marx, donc socialiste, anarchiste. Et puis Rameau a vraiment réfléchi à la pensée de Proudhon.
Pierre Trevanier a un bon article sur le rapport de Rameau à Proudhon. Donc, il va réfléchir profondément à Proudhon, puis il essaie de réconcilier finalement l'anarchisme socialiste de Proudhon avec le catholicisme. Il pense que Proudhon a fait l'erreur de penser que sa théorie, que sa pensée ne pouvait pas être compatible avec le catholicisme. Il va aussi être ami avec non seulement toute la mouvance catholique libérale dont je parlais tout à l'heure, mais aussi de fourriéristes, de socialistes utopiques, incluant Alphonse Toussenel, qui lui est un personnage un peu moins recommandable, certainement socialiste pour l'époque, mais aussi d'un racisme invétéré, d'un antisémitisme invétéré aussi. Puis je crois que ça a influencé la pensée de Rameau sur certains éléments qu'on va voir tout à l'heure. Donc voilà. Oups, j'ai passé une. Après l'ère nouvelle, qui va être fermée peu de temps après la Révolution, il va se joindre à une nouvelle revue, La République universelle, dont il va devenir l'administrateur gérant, puis le secrétaire de la rédaction politique. C'est une initiative à peu près dans la même mouvance. Les députés Pierre Pradier en est à la proue, mais vraiment, c'est une publication qui explicitement veut rendre des grands services à la démocratie. Donc, c'est la Révolution de 48, toute cette période-là, c'est là où on embrasse vraiment dans les milieux de gauche l'idée de la démocratie. Avant ça, c'était l'idée de la liberté, certes, la liberté, mais c'est cette période-ci où on commence à parler du suffrage universel, par exemple, qui va être instauré en 1848. Donc, on veut rendre des services à la démocratie. Tous leurs articles vraiment sont campés bien à gauche sur des questions locales, des questions états-uniennes, peu importe. Rameau, il va y prendre de plus en plus de place. Au début, il signe juste les tout petits textes. Plus ça avance, plus il signe des longs textes. Mais quelques exemples rapides ici. Il va avoir un texte en 1851 où il s'oppose à ce que les ouvriers aient besoin de porter des livrets d'identité alors que ce n'est pas imposé aux autres. Hein. Il dit l'égalité devant la loi, c'est quoi? Ça existe, oui ou non? Le passage du haut, pas besoin de tout le lire, mais en gros, il est en train de dire qu'il ne doit pas y avoir de distinction de classe pour les rangs politiques. Donc, en choisissant votre candidat à la présidence, pensez pas si les marchands, avocats, paysans, instituteurs, peu importe, il n'y a plus de distinction de classe qui est légitime. Un autre article un peu plus tard où il va parler des caisses publiques de retraite. Hein, il va plaindre le fait que ça délaisse les ouvriers les plus pauvres qui n'ont pas assez d'argent pour y contribuer. Donc, il s'engage bien à gauche, comme on le voit. Ça n'a pas l'air de quelqu'un qui est nostalgique de l'ancien régime, comme vous voyez. Puis l'autre élément de la soupe de la pensée de 1848, c'est bien sûr l'idée du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. On est dans une période où les idées de la Révolution française, hein, ou l'émancipation du peuple en général contre la monarchie, vont commencer à être appliquées à des nations spécifiques. On commence à rentrer dans une période plus romantique où chaque nation, on commence à concéder qu'elle a son propre génie, sa propre culture, qu'on dirait aujourd'hui. Mais il reste que on voit qu'il y a ce combat qui est universel-là entre l'idée monarchique et l'idée républicaine et démocratique. Et puis, dans ce long texte-là qui signe en août 1851, donc quelques mois avant le coup d'État de Napoléon Bonaparte, dont on parlera Napoléon III, on voit c'est une prise de position assez forte, hein, où il plaint le fait que plusieurs Français croient que la Deuxième République est un échec, croient que la pensée républicaine telle qu'elle se déploie ailleurs en Europe va mener à la ruine de la civilisation européenne et que le seul espoir des Européens, finalement, ce sont les Russes, hein, qui, eux, tiennent fort aux principes monarchiques. Donc, il va dire ici, hein, il parle directement à l'empereur russe, qu'il se le tienne pour dit. L'Europe a commencé en 1789 une révolution dont les termes logiques, naturels et incontestables est la souveraineté du peuple et la destruction de toutes les formes de despotisme de la terre chez toutes les nations. Donc, en gros, la Russie va devenir une province de la République universelle.
Donc, il tient au principe de 1789, tout en admettant que ça peut être appliqué dans des différents pays légèrement différemment. Donc, on regarde ce jeune Rameau-là, puis on se dit, mais c'est qui ça? Si on a juste lu, en gros, la description générique qu'on donne de Rameau dans les travaux sur le Canada, on se dit, mais ça ne sonne pas du tout comme la même personne. Est-ce que je me trompe d'adresse? Puis on peut se poser la question, OK, ça c'est le jeune Rameau. On sait que les gens, en vieillissant, souvent deviennent plus conservateurs. C'est probablement ce qui est arrivé ici, puis on va documenter ceci un peu plus tard. Mais est-ce que ça se peut vraiment que ce jeune Rameau-là, de 1848, 49, 50, 51, soit complètement différent du Rameau qui a écrit son premier livre sur l'Acadie et les Canadiens français en 1859, et puis qui est venu faire son premier voyage en 1860 et qui a entretenu une correspondance avec de nombreux Canadiens français et Acadiens dès les années 1860. Voilà ce qu'on va essayer de voir. Mais avant, revenons à la petite biographie de Rameau. Qu'est-ce qui va arriver? Pourquoi il n'a pas continué son militantisme social? En gros, il y a eu le coup d'État de Napoléon III, qui va d'abord se faire élire président, premier président français élu au suffrage universel, pour ensuite finalement décider qu'il veut rester un peu plus longtemps pour mener à bien des réformes sociales, dit-il, et puis il va faire un coup d'État en décembre 1851. La répression sera forte dans la rue, mais aussi par la suite. D'ailleurs, Rameau, lui aussi, va faire de la prison pendant 4 mois après le coup d'État. Et puis, ça sera vraiment un choc pour lui. Il va se désengager des débats politiques français. Il va le dire dans plusieurs lettres. Sa fille se rappelle qu'il parlait souvent de ça. Pour lui, c'était la fin de l'engagement dans la vie politique. Maintenant, est-ce que ses opinions ont changé du tout au tout dès le début? Ben, on va voir, mais on sait qu'il détestait Napoléon III pour encore un bon bout de temps. Donc, il va se trouver un refuge, donc l'histoire. Puis surtout, mais pas exclusivement, l'histoire de l'Amérique française. On a mentionné l'Algérie tout à l'heure. Il va y rencontrer des missionnaires qui ont travaillé au Canada. Il va y rencontrer un militaire qui a passé du temps en Amérique du Nord aussi. Il va, dès 1853, donc regardez, là, c'est tout de suite après, là, 1852, c'est juste après le coup d'État. Là, il va demander d'avoir accès aux archives de la marine pour voir les archives de l'époque coloniale. Il va passer de la correspondance avec des Acadiens du Poitou, avec le prêtre de Belle-Île-en-Mer. Il va lire ce qu'il peut, notamment les livres en anglais d'historiens canadiens ou américains. Il va lire François-Xavier Garneau. En 1858, il s'est promis qu'il allait faire un livre pour le 100e anniversaire de la perte de la Nouvelle-France. Correspond avec François-Xavier Garneau. Commence à correspondre un petit peu avec Hubert Giroir, un prêtre acadien. Donc, en tout et partout, 950 lettres seront échangées avant la fin du siècle et avant sa mort avec des Canadiens et Acadiens. Ça donne La France aux colonies, publié en 1859. Il réussit à frapper le 100e anniversaire. Son premier public est clairement français. Ce sont les Français. Son but, c'était de réfuter l'idée courante voulant que le français ne savait pas coloniser. Et puis sa conclusion, justement, il dit, ce n'est pas la colonie qui a succombé, c'est seulement la domination de la France. Les colons français, eux, ont réussi. Donc, en fait, les Français colonisent bien. Ils ont juste eu une mauvaise administration. Puis sa thèse peut surprendre, surtout si on a juste lu la description typique de Rameau, voulant qu'il était un conservateur nostalgique de l'Ancien Régime. La thèse de l'ouvrage, c'est que c'est la liberté qui est la source de la croissance des sociétés, et surtout des colonies, des sociétés coloniales. Il dit, on n'a pas besoin d'une administration forte, c'est un dirigisme étatique pour avoir une société saine et en croissance. Il dit, la seule direction dont on a besoin, c'est celle de la religion. Donc, encore une fois, il reste fidèle quand même à son catholicisme. Donc, la religion fait contrepoids au chaos, à l'excès. C'est un des piliers de l'ordre social. Mais la liberté est l'autre pilier de l'ordre social.
Et puis, il arrive à la conclusion, en regardant la Nouvelle-France et la Nouvelle-Angleterre, hein, que l'administration française était beaucoup trop dirigiste. Hein. Les colonies britanniques ont connu une grande croissance qui offre un grand contraste. Et puis, il constate que l'Acadie, c'est un peu un cas à part dans le monde de la Nouvelle-France, mais qu'elle a connu une assez bonne croissance aussi, incluant après 1713, après que c'était devenu anglais. Donc, une bonne croissance démographique. Et puis, il se dit pourquoi? Mais parce que l'Acadie avait, pour toute fin pratique, souvent aucune vraie gouverne. Certainement, n'était pas dirigée de manière dirigiste. Donc, l'Acadie aurait préservé par son isolement, qui lui a donné une sorte de régime de liberté, un peu comme celui dont ont bénéficié les futurs Américains. Une petite citation. Les Acadiens vivaient ainsi sur leurs bonnes mœurs, sans roi ni gouverneur et sans police, se devant tout à eux-mêmes et à leur liberté, depuis l'idée créatrice de leur fortune jusqu'aux détails de l'organisation de leurs travaux. Donc, on le voit, hein, Rameau de 1759 et encore le Rameau de 1848. C'est encore un libéral qui croit dans cette combinaison-là de la foi et de la liberté comme source de bonheur des peuples. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans... Je vois que le temps passe, mais en gros, il trouve un autre paradoxe. Plus on a d'émigration, plus la population de la métropole grandit aussi. Donc, il pense que la France s'est trompée là aussi. Donc là, je vous épargne trop longuement les cartes, mais en gros, on connaît, hein, avant la déportation, après la déportation. C'est ce territoire que Rameau va venir voir en 1860. Il atterrit à Québec, il y passe un peu de temps. Ensuite, il traverse jusqu'à Boston en train, traverse ensuite le golfe du Maine jusqu'à Yarmouth, qu'on voit au sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, et entreprend un voyage à carrosse, à pied, qui va totaliser presque 1900 kilomètres dans des régions acadiennes, on va mettre en guillemets, puisque ça inclut un peu du sud de la Gaspésie. Donc, c'est un voyage assez pénible, en diligence, en carrosse, beaucoup à pied. Il est muni de quoi? Seulement de lettres, quelques lettres de présentation au début, mais à mesure qu'il avance, il se fait offrir d'autres lettres de présentation. Hein. C'est le réseau social du 19e siècle, hein, où il y a quelqu'un qui témoigne du fait que c'est un bon gars, vous pouvez l'accueillir dans le village ou chez vous, je vous le recommande. Et puis, donc, il arrive dans les villages. S'il y a une lettre de recommandation, il demande d'aller voir cette personne-là. Sinon, il se présente tout bonnement à la première personne qu'il rencontre. Et il se fait accueillir presque partout, très chaleureusement. Une exception, c'est un village où on a cru qu'il était un espion français et on avait peur des répercussions politiques que ça pourrait avoir. Il tient un journal de voyage que l'historien Ronnie Gilles Leblanc a brillamment et gentiment, et en tout cas, c'est une vraie faveur pour toute la communauté historienne, retranscrit et commenté dans un ouvrage de 2019. Donc, on peut le lire sans se casser les yeux. Il observe beaucoup de choses. Hein, c'est un vrai bon journal de voyage de plusieurs centaines de pages. La nature, les paysages, le commerce, la production agricole, l'architecture, l'état des routes, généralement mauvaises. La culture acadienne, bien sûr, l'intéresse beaucoup, l'habillement, les us, les coutumes, le rapport à l'argent, la langue qu'il trouve bonne, le rapport à la religion, aux prêtres français en particulier, leur lecture. Il s'étonne de voir des journaux français dans certaines maisons. Et surtout, bien sûr, ce qui l'intéresse beaucoup, c'est un peu son point de départ à lui, c'est la démographie, la multiplication des familles, où les familles ont passé après la déportation, comment ils se sont multipliés, quels nouveaux territoires est-ce qu'ils ont colonisé, etc. Donc, il va aussi décrire chacun des villages, la distance dans les villages, les noms de familles qui s'y trouvent, est-ce qu'il y a des immigrants français? C'est surprenant le nombre de villages côtiers acadiens où il y avait un matelot français qui était venu dans je ne sais pas où. Est-ce que les anglophones sont proches, etc. Il va aussi beaucoup s'intéresser, hein, ça c'est pour le prochain livre d'histoire qu'il se propose déjà d'écrire parce qu'il reconnaît que son premier livre est imparfait, il veut faire un deuxième livre
uniquement sur les Acadiens, dont l'histoire est moins bien documentée. Il va demander aux aînés pour leur souvenir de la déportation, souvenirs retransmis par leurs grands-parents, par exemple. Savoir mieux c'est quoi les itinéraires que chaque groupe a suivis après la déportation. Il va faire ça partout en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick. Un segment des notes m'intéresse en particulier, et je pense que c'est assez amusant de manière générale, c'est le rapport des Acadiens à la France. Il va être abasourdi, surpris, atterré parfois par le constat que beaucoup d'Acadiens ont l'espoir d'un retour de la France. Encore en 1860, pensent que la France va revenir, hein, sous prétexte qu'il y a des AU qu'on dit ça, c'est pratiquement une prophétie, hein, la France va revenir prendre le territoire et finalement nous libérer de notre situation de citoyens de deuxième zone ou deuxième classe. Donc, j'ai mis 3 citations ici, mais on en trouve un autre 4 en dessous. Donc, un peu partout dans le livre, il retrouve la même chose. Ça le met bien mal à l'aise, hein, et donc il ne veut ni encourager cette croyance-là, parce qu'il sait que c'est absolument improbable, plus qu'improbable, mais en même temps, il ne veut pas les décourager, donc il va finir par dire, je lui dis, qui sait, hein, peut-être, ça pourrait arriver. Bon, il n'y croit rien. Autre chose qui va le contrarier un peu, hein, et il va voir que, bon, le culte napoléonien est bien vivant et que ça s'étend jusqu'à Napoléon III. Hein, donc, il va dire, je trouve le portrait de notre infâme empereur dans une maison, le buste dans l'autre. Et généralement, plusieurs Acadiens un peu plus politisés vont être admirateurs de Napoléon. Puis lui va dire, je pense que lui, on sait, c'est un libéral. Il n'adhère pas au bonapartisme. Donc, il va dire, quand même, les institutions britanniques sont pas si mal. Donc, il est un admirateur des institutions britanniques à cause de son libéralisme. Il va être suspecté par Anglais et Français d'être un agent de l'Empire. Il faudrait qu'il s'en défende à plusieurs moments. On ne va pas rentrer dans les détails puisque le temps avance, mais bref, des fois, les Acadiens méfient parce qu'ils ont peur de se faire taper les doigts. D'autres moments, il est assis dans un bateau, puis son interlocuteur n'arrête pas pendant toute la traversée de lui dire, mais franchement, vraiment, vous êtes venu ici juste pour parler aux Acadiens. What's your real business? Donc, qu'est-ce que lui pense des nationalités en présence, des populations qu'il va voir sur le territoire? Eh bien, si les Acadiens semblent croire qu'ils sont encore français, et ça d'ailleurs, on le voit encore un peu plus tard dans la Renaissance acadienne, des politiciens acadiens comme Pierre-Amand Landry vont régulièrement appeler les Acadiens français. Les Acadiens français. Donc, les Français d'Acadie, finalement. Donc, si les Acadiens se sentent encore français, visiblement, Rameau pense à peu près la même chose. Il va essentialiser les caractéristiques. Très, très, très souvent, dans ses notes de voyage, il va dire, ah oui, je connais le style du bon vieux paysan, son humour est très gaulois, etc., etc. Donc, les hommes de notre race, de notre sang, etc. Donc, il y a beaucoup de citations dans ce genre-là. Et la même chose va être vraie sur les autres nationalités. Quand il va parler des Irlandais, en guillemets, de la Nouvelle-Écosse ou du Nouveau-Brunswick, quand il va parler des Écossais de la région, des Anglais, il va souvent utiliser des stéréotypes. Hein. Donc, ça nous semble très chauvin au 21e siècle, certainement. Hein. Donc, il va parler si on regarde la deuxième partie du diaporama ici, hein, combien sont différents les mœurs des classes élevées et libérales entre la race française et la race anglo-saxonne. Contrairement à l'opinion commune, les Anglais n'aiment pas lutter contre les difficultés naturelles. Hein, donc, on voit c'est dans leur nature. L'Écossais a droit à un jugement mitigé. Hein. Cet homme qui est un Écossais est toujours le même Écossais, avare, économe, âpre au gain, et pourtant honnête à sa façon. Ils sont plus laborieux, plus économes, plus simples que les Anglais américains. Plus sobre, plus maladroit et plus laid aussi. Donc, essentiellement, ça serait ça, un Écossais. Il va être, bien sûr, on peut l'imaginer, il ne parle pas beaucoup ni des Noirs libres, j'utilise ces termes qu'il va voir en Nouvelle-Écosse,
ni des Autochtones parce qu'ils les croisent pas beaucoup, mais ces jugements sont dévastateurs. Hein, les Noirs, comme qu'est-ce qu'il dit sur les Noirs qui sont en gros, tous les stéréotypes imaginables, hein, paresseux, etc., qui ne savent rien faire si on leur dit pas quoi faire. Les Autochtones seraient des espèces de gitans des Amériques, hein, qui sont très voleurs et qui font de l'artisanat, d'ailleurs, comme les Roms en Europe. Donc, on dit ça, puis c'est sûr qu'avec nos sensibilités actuelles, on se dit que c'est vraiment pas un homme de notre époque. Alors que c'est pourtant, hein, comme on l'a vu, un homme progressiste à d'autres niveaux pour des causes sociales. Il va user de son prestige de gentilhomme de Paris. S'il vous plaît, lisez pas la citation, je n'avais pas dû les inclure, mais en gros, hein, il se rend compte que les Acadiens se font regarder de haut. Et puis, il va venir à leur défense assez souvent, parfois même physiquement. Et donc, il se dit, ben, moi, on me donne un prestige parce que je suis un gentilhomme de Paris. Je vais être dédaigneux envers eux. Je vais être autant, puis on va me donner encore plus de respect. Des fois, il regrette un peu de le faire, mais il trouve qu'il n'y a pas le choix. Déjà, dans son livre, mais aussi dans la lunette de voyage, hein, il va parler de stratégie d'avenir pour les Acadiens. C'est plus fort que lui, c'est son grand intérêt. Ils ont réussi à survivre des événements terribles. Maintenant, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour continuer? Puis là, ça, c'est peut-être une piste, hein, pour nous, pour voir est-ce qu'il y a des éléments qu'on pourrait appeler républicains ou démocratiques ou libéraux là-dedans. Première vue, c'est pas hyper prometteur. Hein. Il parle de la nécessité de coloniser l'intérieur des terres, d'éviter de demeurer simplement des pêcheurs, d'éviter l'encerclement par les anglophones, pour former un vrai pays. Hein. Donc, par exemple, quand il va aller à Sainte-Marie-de-Kent, à l'intérieur des terres de Bouctouche, il va être très enthousiaste, hein, parce que finalement, les Acadiens ne sont pas en train de rester dispersés dans un petit chapelet de village sur la côte, ils sont en train de coloniser l'intérieur. Même chose en Nouvelle-Écosse, chaque fois qu'il voit un village à l'intérieur, il va s'y diriger. Il va aussi recommander d'essayer d'avoir un clergé d'origine acadienne ou au moins canadienne-française pour faire une sorte de reconquête de la hiérarchie religieuse. Donc, on voit que ce sont quand même deux mots qui vont être repris par les idéologues de la Renaissance acadienne à partir des années 1880, hein, qui sont déjà exprimés par Rameau ici. Rien de très radical là-dedans. Par contre, on voit quand même certains éléments qui, sans être radicaux, hein, il faut qu'il applique sa pensée à un contexte qui est complètement différent de la France du 19e siècle. Il va dire, ben, par exemple, dans chaque paroisse, on devrait constituer un conseil des doyens, hein, qui délibérerait de la situation, qui définirait la situation, puis qui trouverait des moyens collectifs à suivre. Donc, trouver des intérêts communs. Il parle aussi de créer une société de protection à la grandeur des maritimes. Il de créer une coalition des ouvriers. Il n'y a pas vraiment d'ouvriers, mais il y a bien sûr des gens qui travaillent les champs. Donc, on voit quand même cette idée-là, hein, de créer une sorte de démocratie paysanne qui est quand même là dans les écrits de Rameau de son voyage. Il va les partager d'ailleurs, aussitôt qu'il est en confiance dans un village, et parfois avec un bel effet, comme justement à Sainte-Marie-de-Kent, hein, où on va lui dire à la fin de la réunion, vraiment, ça nous faudrait du monde comme vous pour parler aux Acadiens, 2 comme ça par paroisse, hein, ça nous en prend des chefs comme vous. Voilà. Maintenant, comment expliquer le Rameau qu'on croyait connaître, hein, celui le nostalgique de l'Ancien Régime? Ben, on va voir un virage graduel à droite. On peut trouver plusieurs causes, en fait. Ce n'est pas une cause unique à ça. Son premier maître, ça a été Proudhon. Son deuxième maître, ça a été Frédéric Leplé. Donc, Leplé est un des premiers sociologues français. Il va en devenir l'ami, le DIPL. Il va adhérer à sa Société d'économie sociale au milieu des années 1860. Donc, on va juste après, quelques années après son voyage en Acadie.
Ce qui va attirer Rameau à Le Play au début, c'est pas nécessairement sa philosophie d'emblée, quoi qu'il est en pleine remise en question. Hein. Il croyait qu'on allait pouvoir faire la révolution et améliorer la société. Ça a été déçu. On se retrouve dans un régime autoritaire de Napoléon III. Donc, il est en crise existentielle. Mais malgré tout, ce qui l'attire à Le Play au début, c'est plutôt ses méthodes d'histoire démographique, son intérêt pour les familles. Il se dit, moi, je peux appliquer ça en Acadie, je peux appliquer ça à la France du Moyen-Âge. Il veut, et ça, il faut donner ça à Rameau, innover. Il veut faire une histoire sociale, hein, une histoire qui s'éloigne des grands événements, du courrier diplomatique, des déclarations, des guerres, etc. Donc, Frédéric Le Play lui semble prometteur à ce niveau-là. Mais Le Play est quand même un ingénieur qui est assez conservateur, qui va se préoccuper plus de l'ordre social qu'autre chose. Et puis, cette philosophie de Le Play va quand même influencer Rameau à mesure que les années passent, surtout étant donné sa crise un peu existentielle en termes de politique. Et je partage l'avis de Pierre Trépanier lorsqu'il dit finalement qu'il arrive à la conclusion que le politique ne peut pas structurer la société. C'est au contraire la religion et la famille qui constituent l'ordre politique et sur lesquels il faut faire porter des efforts. Donc, sans redevenir activiste ou militant, c'est là qu'il va mettre de plus en plus d'importance à mesure que les années passent. Autre élément qui explique son virage à droite, sa situation personnelle. Hein? Donc, encore une fois, juste après son voyage en Acadie, rappelons-le, il a 40 ans. Hein? En 1860, il a 40 ans. C'est plus un jeuneau. Il est temps, s'il veut demeurer respectable, de fonder une famille. Il va le faire. Il va se marier en 1863, quelques années plus tard, avec une femme de 20 ans, sa cadette. Il va avoir 5 enfants, 4 vont survivre. Et puis, il va vraiment assumer son statut de notable de province. Il va se faire construire un autre petit château qu'on voit ici à Adon. Il va devenir conseiller puis maire de Adon. Il va rester conseiller jusqu'à la fin de sa vie. Et puis, tout ce temps-là, il écrit ses bouquins sur le Canada et sur d'autres sujets aussi. Et sa fille Solange raconte que pendant leur jeunesse, hein, ils entendaient toujours parler de l'Acadie du Canada français et ils accueillaient toujours les Canadiens qui étaient de passage. Ils passaient d'ailleurs une partie des hivers à Paris. Finalement, en termes d'événements, la Commune de Paris va terminer, je crois, la migration de Rameau vers une position beaucoup plus conservatrice. Ultimement, il a eu peur de ses propres rêves. Ultimement, il a eu peur de la foule. Hein. Il s'est dit, il a vu jusqu'où ça pouvait aller quand il n'y avait pas une autorité définie et qui est bien maîtresse de la situation. Encore une fois, je partage l'avis de Pierre Trépanier. Hein. Notable de province, propriétaire foncier, habitué au respect de ses métayers. Il s'inquiétera de la montée de la population dévoyée, affaiblie et turbulente des villes, à côté de la population morale, saine et contente des campagnes. Donc, il va continuer à idéaliser la vie rurale. Et puis, finalement, il n'arrive plus à imaginer comment une réforme politique démocratique peut assurer l'ordre social. Le résultat, ben, ça a été une toute autre histoire. Hein. Son deuxième livre, Une colonie féodale en Amérique, l'Acadie, publié en 2 tomes, va avoir un ton tout à fait différent. Vous vous rappelez hein, que la France aux colonies, la thèse, c'était que la liberté faisait la grandeur des colonies, que le dirigisme n'était pas important, n'était pas un élément nécessaire. Il ne va pas faire un 180 degrés dans ce qu'il ne va pas encenser le dirigisme étatique, mais se tourne vers une structure plus proche des gens, certainement. Hein. Il y a peut-être un petit élément proudhonien qui reste là, hein, parce que Proudhon pensait beaucoup à la subsidiarité, hein, d'avoir l'autorité le plus bas possible, mais assez vieux jeu, hein, une colonie féodale. Donc, il croit voir dans la féodalité la source du succès de la colonisation de l'Acadie, alors que la démocratie, hein, quand on en parle, est présentée comme un foyer de discorde. Bon, la thèse comme quoi la féodalité est à la base de la colonisation de l'Acadie va être détruite par le Canadien français Léon Gérard dès 1896, mais malgré tout,
le livre va avoir un retentissement durable. Il va influencer toute l'historiographie acadienne jusqu'aux années 1960-70. Maintenant, ce parcours-là de Rameau s'inscrit aussi, de manière plus générale, dans l'évolution du contexte politique français. On tend vers un plus grand conservatisme à la fin du 19e qu'au début. Les idéaux révolutionnaires, on met de l'eau dans le vin, à mesure que les événements se succèdent. Déjà, l'Empire, qui avait été abhorré par les révolutionnaires de 1848, il reste détesté par plusieurs, mais la deuxième décennie de l'Empire, c'est un empire plus libéral, plus tolérant, et puis c'est une période de grande prospérité en France. Ça brouille les cartes, disons. Donc, les gens se réconcilient un peu avec Napoléon III, avec l'idée de la démocratie parlementaire aussi, juste avec une sorte de régime mixte. La fin de l'Empire est causée par la guerre franco-prussienne, qui se termine en défaite. Et il y a une sorte d'esprit de revanche après, qui est très contraire à l'esprit généreux là, du début du siècle. C'est nation contre nation, la volonté de revanche. Et dans ce contexte-là, on va réactiver toutes sortes de mythes historiques nationaux. En fait, des choses que finalement les Allemands, en fait, plus tôt, voir dans des événements médiévaux la source de la véritable France, par exemple, ça devient beaucoup plus courant dans le discours. Et puis, les années 80-90, on va voir d'ailleurs la crise du boulangisme, où on verse presque dans la dictature, et finalement la création de toutes sortes d'associations, d'unions, avec un teint certainement beaucoup plus conservateur. Ça s'inscrit aussi bien dans l'évolution du contexte canadien-français de l'art. On parlait de l'ultramontanisme au Canada, qui va devenir vraiment dominant à partir des années 1860, comme plusieurs d'entre vous le savez. Donc, je pense que l'évolution personnelle de Rameau, elle s'inscrit bien, quand elle correspond avec ces gens-là pendant une période de 40 ans. Leur sensibilité évolue un peu dans le même sens. Je suis certain qu'on ne se comprend pas toujours exactement, mais au moins au niveau de la sensibilité, il y a quelque chose de partagé. Donc, je vais m'arrêter là, mais en gros, on se rappelle influence décisive sur l'historiographie acadienne, instigateur de la Renaissance acadienne à plusieurs égards, et instigateur de relations renouvelées avec la France. Mais la question demeure, est-ce que les idées de jeunesse de Rameau ont eu une influence? Je suis encore à explorer la documentation. Malheureusement, un premier passage au Centre d'études acadiennes, j'ai numérisé beaucoup de choses, mais je n'avais pas encore ma thèse du jeune versus le vieux Rameau, donc j'ai beaucoup de correspondances plus tardives. Il va falloir que j'écrive à François Leblanc au Centre d'études acadiennes, et je salue les collègues du Centre d'études acadiennes qui sont là aujourd'hui, merci, pour essayer de creuser cette question-là. Et voilà, je vais m'arrêter là. Bon, il fait un retour en 1888, il est accueilli en héros. Et c'est tout. Merci de votre attention. Si vous avez des questions, je serai heureux de les prendre. Je vais arrêter le partage. Merci beaucoup, Joël. Merci pour cette conférence qui permet de revisiter cette figure importante pour l'Acadie, mais aussi pour le Canada français. Je me souviens que dans mes cours de littérature du 19e siècle, on parlait souvent de Rameau, même si c'était plutôt du côté de l'histoire qu'on s'est intéressé à lui. Et là aussi, était déterminant dans l'histoire littéraire. Merci à vous tous d'avoir été là. Merci surtout à Joël Béliveau pour cette conférence qui était très stimulante, qui a beaucoup remis en question ce qu'on peut penser de Rameau de Saint-Pierre, et qui montre bien l'évolution de sa pensée. Je vous invite à regarder vos courriels pour les prochaines invitations, pour les prochaines activités du CRCCF. Et j'espère vous y voir nombreux. Au revoir tout le monde.